Salut, c'est Fabrice, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de consultingusa.com. J'ai la volonté encore de vous offrir quelques séances comme ça afin que vous compreniez, vous démontrez l'intérêt de la préparation avant un projet d'investissement aux États-Unis. Alors, encore une fois, l'objectif de Consulting USA, c'est de vous apporter une solution, une aide et une information capitale essentiel avant tout projet ici, qu'il soit d'ordre passif comme de l'investissement dans l'immobilier résidentiel ou réellement actif si vous prenez part à cette démarche et si vous souhaitez venir par exemple vivre ici. Nous irons très loin dans le détail dans des sessions personnalisées et nous prendrons systématiquement votre cas personnel avec vos finances personnelles pour monter un dossier cohérent et vous alerter sur toutes les situations. Aujourd'hui, je vais reprendre encore un cas classique dans le secteur de l'immigration puisque l'investissement dans le business c'est probablement la situation la plus complexe que vous aurez à affronter lors d'un investissement ici aux USA. En préambule, je vais déjà vous rappeler simplement une petite chose parce que j'ai souvent la demande, ça n'a rien à voir avec la petite information que je vais vous donner derrière, mais rappelez-vous que vous devez remplir un NDA, Non-Disclosure Agreement, et fournir une pièce d'identité du type passeport si vous voulez connaître les détails d'un business. À chaque fois que je poste un listing où j'explique qu'il y a quelque chose à vendre, comme par exemple une confiserie à Saint-Pétersbourg pour 200 000 $ qui réalise 100 000 $ de net ou quoi que ce soit, vous me posez tout de suite des questions, de quoi s'agit-il, etc. Les données business sont des données confidentielles. Si vous voulez y avoir accès, vous devez remplir ce fameux document qui est une clause de confidentialité qui vous engage, et si vous ne la respectez pas, vous pourriez être poursuivi, avec la preuve de votre identité pour clôturer, valider ce dossier. Donc vous ne pouvez pas avoir accès aux informations des business comme ça. Bien entendu, vous retrouverez les informations des business sur différents sites comme bizbuysell.com, bizquest.com ou bbfmls.com, le site des brokers, mais vous ne verrez jamais quel est le business en question. D'accord ? Aujourd'hui, je vais parler d'un cas particulier. C'est celui de l'achat d'un business. Vous avez passé votre visa E2 à l'ambassade, vous avez réussi, vous avez obtenu 5 ans, vous êtes ravi, comme cela vient d'arriver à une famille récemment avec laquelle j'ai été en contact et je les félicite au passage. Vous arrivez donc, vous reprenez l'avion et c'est seulement à ce moment-là, parce que certains ne l'ont pas encore bien en tête, c'est seulement à ce moment-là que vous allez chez le notaire, la fameuse Title Company, pour signer l'acquisition de votre business. Alors, à un moment donné, pendant cette réunion, pendant cet achat, le notaire va regarder un petit peu tout le monde et va dire « Nous avons un document à remplir qui s'appelle le Purchase Price Allocation ». Donc vous comprendrez qu'il y a une allocation d'une tarification sur le prix d'achat. Qu'est-ce que ce document ? Ce document, en fait, c'est un document avec lequel vous allez devoir répartir la valeur d'achat totale sur 3 sujets, mais principalement 2. Ces 2 sujets, qu'est-ce que c'est ? Le premier, c'est une notion comptable de ce dont je me souviens en entreprise en France, qui a été largement abandonnée depuis, mais qui est encore très utilisée aux États-Unis, que l'on appelle le goodwill. Finalement, le goodwill, c'est la valeur intrinsèque d'une entreprise, c'est un peu un critère subjectif, c'est pour ça qu'en France il n'est plus vraiment utilisé. Mais je vais vous donner un exemple pour essayer de vous faire comprendre. Imaginons que vous ayez un bar à vin qui est à vendre au centre-ville de Saint-Pétersbourg qui fait 350 000 $ de chiffre d'affaires avec une rentabilité X et que vous avez le même bar à vin qui existe depuis 1982. Alors le premier existe depuis 2018, le deuxième existe depuis 1982. Il est clair que celui qui existe depuis 1982, même s'il fait le même chiffre d'affaires, la même rentabilité, etc., sa valeur intrinsèque va être supérieure parce qu'il est clair que celui qui existe depuis 2018, on est en droit de se poser la question s'il sera encore existant en 2020. Celui qui existe depuis 1982, il y a très peu de probabilités, il y a une grosse clientèle, etc., etc. Il est très bien implanté, donc vous voyez comme quoi la valeur intrinsèque peut augmenter. Donc finalement, c'est une valeur subjective, mais quand même, elle s'explique, mais il est difficile de la déterminer. Et la deuxième chose, c'est la valeur des assets, les actifs. C'est-à-dire concrètement tout ce que vous allez transférer au moment de la vente, comme par exemple toutes les fournitures, l'équipement, les plaques de cuisson, les réfrigérateurs, tout l'équipement qui est transféré au cours de la vente. Là, et c'est en cela que je vous dis que la formation et la préparation est très importante,
parce que le diable se cache dans les détails. Ça, c'est un détail au cours de toute votre opération, Finalement, cette étape-là, ce sera peut-être 3 minutes de votre vie dans toute l'acquisition du projet, mais c'est 3 minutes qui vont avoir une conséquence potentiellement importante parce que vous, en tant qu'acheteur, vous aurez tout intérêt à accroître la valeur des actifs dans le contrat ou dans le document d'achat le Purchase Price Allocation, alors que le vendeur aura toute importance, lui, à essayer d'accroître la valeur du goodwill. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. Admettons que vous avez acheté quelque chose à 150 000 $, peu importe, une pizzeria, et que vous demandez au vendeur, ok, très bien, à combien vous estimez la valeur des actifs? C'est le plus simple, parce que lui dire à combien tu estimes la valeur du goodwill, ça n'a pas vraiment de sens. Il va vous dire, je sais pas, j'ai 3 frigos, j'ai machin, sachant qu'il y a une liste préétablie au départ. L'idéal, c'est donc de la demander, mais c'est pas toujours fait, ou alors elle est souvent faite, mais elle n'est pas forcément datée avec la date du matériel et le prix initial du matériel et ce qu'il peut valoir. C'est l'idéal de le faire en amont, mais c'est pas toujours fait. On a souvent une liste, mais elle n'est pas souvent chiffrée, datée avec une valeur de chaque appareil. Donc vous aurez intérêt. Si vous dites, oui, sur les 150 000, je pense qu'il y a à peu près 50 000 $ de matériel. Vous, essayez de lui dire, ouais, moi j'aimerais bien mettre un peu plus. Si ça passe, tant mieux. Essayez d'augmenter et de mettre par exemple 80 000 ou si possible 100 000 même. 100 000 $. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre comptable, ensuite, après l'acquisition, dans l'exercice après, elle va pouvoir utiliser c'est le même mot en français, de la dépréciation. Depreciation. Ok ? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle va pouvoir dire, c'est la réalité, que cette valeur que vous avez acquis, puisque c'est du matériel, elle se dégrade dans le temps. Le matériel se dégrade dans le temps, il se déprécie. Donc, elle va déprécier cette valeur du matériel dans le temps. Il existe 2 types de dépréciation. La première, c'est bien souvent... En fait, il en existe plus que ça. On va dire que c'est les 2 plus courantes. Et la plus courante, c'est vraiment celle-ci. Straight depreciation. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez réussi à mettre 100 000 par exemple, ou plus, tant mieux pour vous, elle va dire, ok, 100 000 par exemple sur 10 ans, elle va enlever 10 000 $ de dépréciation sur votre feuille d'imposition par an sous le terme de dépréciation. Et la deuxième qui existe, c'est accelerated. Là, comme son nom l'indique, une dépréciation accélérée, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à déprécier davantage sur les premières années. Par exemple, mettons 20K sur la première année, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée et qui sera une discussion à avoir avec votre comptable, tout simplement parce que c'est bien au départ que lorsqu'une entreprise est nouvelle ou que vous faites une reprise d'entreprise, que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'air financièrement et le plus de soutien possible. Donc ça peut être une idée. Parce que concrètement, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Sur votre avis d'imposition, le fameux tax return, qui est le seul document, on va dire comptable, fiable, eh bien, on va voir votre chiffre d'affaires, alors mettons 350 000 par exemple, on va voir votre net, allez, admettons, vous avez fait 55 000, eh bien, dans ces 55 000, on va venir déduire les 10 ou les 20 en fonction de la formule choisie. Donc, vous allez finalement avoir un net officiellement pour les impôts de 45 000 ou même au mieux, si vous passez les 20, de 35 000. Donc, c'est très important parce que vous allez avoir un gain là-dessus au niveau de l'imposition. Donc finalement, ces 3 petites minutes dans votre existence et ce document, qui n'a l'air de rien au milieu de toute une procédure d'acquisition qui probablement durera des mois, a toute son importance et c'est bien d'y être préparé avant. Souvent, le vendeur, lui, n'a pas conscience qu'il a quand même intérêt. Et on lui dit souvent que ça se concerne souvent l'acheteur et plus l'acheteur que le vendeur, donc il est assez souvent enclin à monter le chiffre. Mais c'est pas vrai, parce que du point de vue du vendeur aussi, s'il augmente le goodwill, alors là c'est beaucoup plus compliqué, etc. Mais il aura des possibilités, des avantages au niveau de l'imposition avec un goodwill qui monte. Donc, véritablement, pour lui, ce sera intéressant de le booster, mais en tant que, on va dire, futur migrant, si vous suivez cette vidéo et qu'elle vous intéresse, vous êtes très probablement dans le cas de l'acheteur et non pas du vendeur. Voilà pourquoi la préparation
qui, comme on le dit souvent, prime l'action, mais surtout est la première clé du succès, parce que si vous savez où vous allez, si vous savez ce que vous faites, et si vous savez ce qui vous attend, au moment où ça arrive, vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous avez déjà réfléchi à votre stratégie, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que ça va vous pouvoir apporter. Et là, concrètement, c'est encore un exemple qui va faire que vous allez gagner de l'argent. Mais ce n'est pas toujours gagner de l'argent, il s'agira aussi au cours des vidéos, comme par exemple si vous choisissez le score de crédit, le credit score, il y a des méthodologies pour l'ouvrir, le créer et le booster. C'est des choses qui sont, on va dire, qui s'établissent sur le temps, mais également aussi avec des stratégies, et des stratégies qu'on peut mettre en place dès le premier jour lors de son arrivée ici, et ce, quel que soit l'état où vous migrez, que ce soit la Floride, le Texas, la Californie, peu importe.